Hello, ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Les 5 pièges du syndrome du bon élève en immobilier. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petit épisode toute seule, ça fait longtemps, ça me fait plaisir. J'ai envie donc de vous partager un syndrome que j'observe et qui, en réalité, j'en suis tout à fait victime. Je pense même que toute personne qui est passée par le système scolaire français en est à un moment donné victime. C'est le syndrome du bon élève. C'est-à-dire, c'est la façon dont on nous a appris, en tout cas à l'école, de nous comporter. Et, hélas, ces comportements ne sont pas forcément utiles tout au long de notre vie et par rapport également au parcours d'investisseur immobilier. Donc j'ai envie, dans cet épisode, de déclencher quelques prises de conscience chez vous pour vous rendre compte que certains de nos comportements en immobilier sont en réalité des conséquences de ce syndrome du bon élève. Et j'ai envie d'en parler avec vous parce que vous allez certainement vous reconnaître parmi les 5 pièges dont je vais vous parler. Alors, le premier piège que je trouve très classique et très symptomatique du syndrome du bon élève, c'est l'envie de demander l'autorisation avant de faire quelque chose. Ça, c'est normal. Quand on est bon élève, on nous apprend à lever la main et à demander la permission. Voilà, ça, c'est comme ça que fait un bon élève. Sauf qu'en réalité, en immobilier, tu n'auras l'autorisation d'absolument personne pour te lancer en investissement immobilier. Dans le sens où, soit tu vas demander l'avis de tes parents, de tes proches, de ton conjoint, de ta conjointe pour te lancer en immobilier. La probabilité qu'elle soit dans le même délire que toi de prendre ta vie en main financièrement, elle est assez faible. Donc, il y a de fortes chances que tu n'aies pas cet aval que tu aimerais tant avoir, que les gens t'encouragent en t'en disant « oui, c'est une bonne idée ». Mais non, tu l'auras pas. Et en plus de ça, par rapport à la banque, parce que ça, c'est un syndrome que je vois, un comportement que je vois très souvent. Oui, mais il faut que j'aille demander à ma banque combien elle sera d'accord de me prêter. Mais en fait, pareil, là, tu vois, quand tu es dans cette démarche-là, alors, dans de rares cas, il nous arrive d'encourager de le faire. Parce que le dossier est vraiment complexe. Il y a un créateur d'entreprise qui a une entreprise depuis plusieurs années avec, je sais pas, des résultats variables, il veut créer un SILIS, bref, des trucs compliqués, entre guillemets, où éventuellement, on peut en toucher un mot avec son banquier. D'accord ? Mais pas pour lui demander l'autorisation, en toucher un mot pour prendre la température. Mais si vous êtes salarié avec des économies de côté, à ce moment-là, je veux dire, il n'y a pas besoin de demander de permission. Okay, il faut comprendre un peu la logique du banquier et se lancer avec un budget dans lequel on se sent à l'aise. Et au pire du pire, d'accord, vous vous lancez, vous aurez trouvé un bien et vous n'y arrivez pas, mais au moins vous aurez appris quelque chose. Pourquoi je dis ça ? Parce que en réalité, les banquiers, ils vont toujours autoriser, entre guillemets, des montants bien inférieurs que ce que vous pouvez en réalité demander. Parce que c'est normal, par précaution, ils vont toujours vous proposer moins que ce que vous pouvez réellement. Ok ? Donc, c'est pour ça que dès que vous sentez que vous êtes en train de demander l'approbation d'autres personnes, en fait, vous n'avez pas le leadership. Ok ? Là, en fait, finalement, demander l'autorisation, c'est une question de leadership. C'est, est-ce que vous êtes le leader ou est-ce que vous êtes le suiveur ? Et quand on veut investir en immobilier à succès, il faut prendre cette position de leader en mode moi, je vais investir en immobilier. D'accord ? Et j'y vais. Et je vais le faire. Et je me suis fixé tant de budget. Et j'y crois et j'avance. Et comme ça, vous avez une posture de leader. Et c'est comme ça que vous allez donc avancer. Si vous demandez l'autorisation en permanence aux gens qui vous entourent, je ne demande même pas au comptable, à je ne sais pas qui, en fait, vous n'allez pas avancer, vous allez stagner. Voilà, donc ça c'était le premier point. Je vais essayer d'accélérer parce qu'il y a 5 points. Donc le deuxième point,
Alors vous allez voir, je les ai mis dans le désordre, j'ai pas forcément mis d'ordre. Le deuxième point, c'est d'avoir la bonne note pour le plaisir de la bonne note. Alors moi je suis comme ça, mais en fait c'est marrant parce que j'ai beaucoup de symptômes. Le demander l'autorisation, je crois que maintenant c'est bon, je suis guérie. Mais par rapport à la bonne note, j'ai encore ce problème et on a ce syndrome avec Cyril, je pense aussi. C'est l'idée de faire bien les choses pour le plaisir de bien faire les choses. Tu as le plaisir de se dire « Oh, tout est parfait dans ce que j'ai fait », tu vois. Donc ça arrive, par exemple, je donne des exemples un peu, mais vous allez voir, je pense qu'il y a plusieurs domaines où ça pourrait se refléter. Mais l'un des exemples que j'ai en tête, c'est par rapport aux travaux. On va se dire, en fait, je vais tout faire parfait. Comme ça, ce sera nickel et on sera tranquille. Donc, dans l'idée est très bonne. L'idée est très bonne. On se dit, oui, c'est quand même mieux de bien faire les travaux, comme ça, après, on est tranquille, et puis voilà. Mais en fait, quand on rentre dans cette phase de travaux, de finalisation, etc., on peut avoir, c'est pas le cas de tout le monde, mais on peut avoir cette envie de vraiment que tout soit parfait. Et dans ce délire, ça peut mener à la surdépense. Quand je dis la surdépense, c'est-à-dire dépenser encore plus que ce qui est vraiment utile. Nous, on s'en est rendu compte. Le premier immeuble, on n'avait pas encore trop ce symptôme qui était apparu. Mais le deuxième immeuble, typiquement, je pense qu'on est allé un petit peu trop loin. Et encore, en vrai, je regrette pas vraiment, mais on a dépensé plus. On a dépensé plus que pour le premier immeuble, alors qu'on faisait les mêmes appartements. Bon, même si, voilà, je me suis rendu compte qu'on commençait à être un petit peu sujet à toujours vouloir faire mieux, plus parfait. Et en fait, avec ce symptôme-là, vous risquez de dépenser plus que nécessaire. Il faut réussir à switcher dans votre cerveau en vous disant « Ok, moi, je veux pas faire bien les choses pour le plaisir de bien faire les choses. Moi, je veux faire bien les choses pour le plaisir de les faire intelligemment. » Donc, par exemple, quand on est en gestion de chantier, de bien penser à se dire « Ok, qu'est-ce qui est intelligent de faire et qu'est-ce qui est peut-être pas intelligent de faire ?» Et tout faire parfait n'est pas forcément ce qu'il y a de plus intelligent. Donc, il va falloir réfléchir en se disant quel est l'endroit où j'apporte le plus de valeur ou pas par rapport à ce que je vais faire. D'ailleurs, il y a un épisode sur le sujet où j'avais dit la rentabilité différentielle en immobilier. Je ne sais plus c'est quel numéro, mais vous tapez dans la barre de recherche rentabilité différentielle et vous allez voir, c'est une méthode pour justement juger de façon intelligente s'il faut ou pas faire des travaux. Ensuite, je vais parler donc du troisième symptôme. Je pourrais faire plein d'exemples sur chaque symptôme, mais voilà, on avance. Donc le troisième exemple, c'est vouloir tout faire parfait de peur de se faire disputer. Et ça, typiquement, c'est plutôt sur la partie administrative que les gens, ils ont du mal. C'est qu'on veut absolument tout parfait. Donc avoir la meilleure note énergétique possible. On veut déposer le plan exact pour la demande préalable de travaux. On veut tout dire, c'est-à-dire... Par exemple, d'ailleurs, voilà, déjà il y a la partie administrative, c'est un premier exemple. Donc, sur la partie administrative, j'avoue que, oui, moi j'aime bien tout sécuriser au maximum. Parce qu'on a envie d'être des investisseurs sereins et faire les choses bien. Mais en réalité, dans les faits, tout faire parfait, c'est quasiment impossible. Sincèrement, on a essayé, c'est quasiment impossible. L'administration française est faite de telle sorte à ce que ça ne facilite pas la tâche et l'efficacité et la rentabilité d'un projet de vouloir absolument respecter tout ce qui est demandé. Donc, idem, moi ce que je vous conseille, c'est d'être intelligent et d'évaluer le risque de chaque chose. Ok ? D'évaluer votre risque à, ok, finalement, au dernier moment, je sais pas quoi, je me suis fait livrer une fenêtre qui est pas de la taille exacte de ce que j'avais mis dans ma demande préalable de travaux. Ça change de 5 cm. Ok, écoute, là, tu vas pas te reprendre 3 mois de délai, tant pis, tu mets ta fenêtre, tu vois. Parce qu'à un moment donné, tu vas pas t'en sortir. En fait, vous voyez ce que je veux dire ? Des fois, je vous jure que l'administration française peut aller loin et si on veut faire tout parfait et lire tout, en fait, vous pouvez vraiment, vraiment, vraiment vous prendre la tête, vous tirez les cheveux et des fois, je sais que c'est pas bien de le dire, mais des fois, il vaut mieux réussir à lâcher un peu du lest en se disant « Ok,
je fais déjà 90% mieux que tous les gens de la rue qui n'ont même pas fait de demande préalable de travaux parce que je le vois très bien, ils ont changé des choses qui ne sont pas réglementaires, etc. Vous, si vous faites 95% de choses dans les règles, c'est déjà très bien. Voilà, même si je ne devrais pas le dire, mais moi, en tout cas, je sais qu'à un moment donné, il faut un petit peu savoir lâcher du lest par rapport à ça. Sinon, voilà, vous restez bloqué dans ce syndrome du bon élève et ça vous freine, ça vous stresse. Vous allez mettre 50 clauses dans vos compromis en mode oui, donc il faut que j'ai l'autorisation de travaux avant de signer. Si jamais un tel, je sais pas quoi, si jamais telle chose n'a pas été faite parfaitement avant, du coup, je pourrais pas signer chez le notaire. Enfin, en fait, il y a des gens qui vont vraiment très loin pour se protéger par peur. Mais je trouve qu'en l'occurrence, il faut réussir aussi à arbitrer. C'est dur, hein, parce que là, on demande d'être adulte et on n'est plus un enfant qui a juste peur de faire des fautes et puis qui veut tout bien faire. Là, des fois, il faut se prendre la responsabilité en se disant « Ok, je prends un petit risque sur ce point-là, parce que par rapport au temps que ça va me prendre, ça va pas être intéressant. » L'autre exemple, d'ailleurs, par rapport à la peur de se faire disputer, c'est l'envie de dire la vérité à tout le monde. De toute la vérité. Voilà. Et ça, c'est pas intelligent. C'est pas intelligent. Je suis désolée. En fait, la vérité, c'est bien. C'est bien dans l'idée. Moi, j'aime bien la vérité. Je suis pas du genre à mentir. C'est pas mon truc. Mais par contre, je trouve ça simpliste de penser, de dire toute la vérité à tout le monde est une bonne idée. C'est trop simpliste. C'est pas comme ça que ça marche la vie. Il faut savoir avoir un bon discours par rapport à l'interlocuteur que l'on a en face de soi. Donc, si je me retrouve en face d'un banquier, je ne vais pas raconter la même histoire que quand je suis avec l'agent immobilier au moment de la visite. D'accord ? Chacun va avoir besoin d'un discours différent. Ça ne veut pas dire que l'on ment, ça veut juste dire que l'on va présenter des choses, les mettre en avant, parce qu'elles vont mettre en valeur certains de nos atouts, et on va omettre, ou en tout cas atténuer, des points un peu négatifs, parce que venir comme ça de but en blanc, faire une visite en disant toute la vérité sur son projet et ses conditions financières à l'agent immobilier, c'est pas forcément malin. Même si on se dit, oui, mais je dis la vérité, je devrais être félicité. Mais en fait, malheureusement, dans la vie, c'est pas parce qu'on dit toute la vérité qu'on est félicité. C'est pas comme ça que ça marche. Donc voilà, ça c'est l'autre petit aspect par rapport à la peur de se faire disputer, parce qu'on se dit, la personne, elle va croire que je lui ai pas tout dit, etc. Mais en fait, c'est pas très grave, ça fait partie du jeu. Bon. Voilà, j'espère que je vous choque pas trop parce que je sais que là, les bons élèves, les poils doivent s'hérisser sur leurs bras. Ils vont se dire « Ah mais non, mais je vais tout faire parfait, je vais dire la vérité à tout le monde tout le temps et puis je vais avoir que des bonnes notes et puis je vais demander l'autorisation à tout le monde. » Mais en fait, non, en immobilier, c'est trop compliqué de faire tout parfait. Ensuite, il y a la partie qui fâche également. Quatrième symptôme, quatrième piège du syndrome du bon élève, c'est le fait de rester trop sur la théorie et de manquer de mise en pratique. Ça, c'est quelque chose que l'on a observé beaucoup dans l'école. C'est que on est beaucoup assis sur une chaise avec un papier et un crayon. Bon, maintenant, ils sont avec des tablettes, mais voilà. Et ça fait que il n'y a pas beaucoup de passage à l'action, de mise en pratique. Sauf que à l'école, c'est, on va dire, 90% de théorie et 10% de mise en pratique. Alors que dans la vraie vie de l'investisseur immobilier, c'est plutôt 30% de théorie et 70% de mise en pratique. Donc, il faut réussir à se détacher de ce phénomène de trop rester bloqué dans la théorie et de pas assez passer à la pratique. Par exemple, quand c'est la recherche de la bonne affaire, en réalité, c'est sur le terrain qu'elle se trouve. Ce n'est pas sur le bon coin. C'est en allant faire des visites, en discutant avec les gens, en mettant en place des relations. C'est comme ça que la bonne affaire se trouve. Ce n'est pas en restant assis sur son canapé ou même à son bureau de façon très assidue avec un super fichier. Si jamais vous le savez, on a un fichier à télécharger. Je vais le mettre dans la description pour votre suivi de bonne affaire. Donc ça, il n'y a pas de problème, vous pouvez le faire. Mais ça ne va pas suffire en fait. Il va falloir aller sur le terrain. Et malheureusement, on ne l'a pas assez appris dans notre enfance, ça, d'aller sur le terrain et de confronter à la réalité. Un plan théorique n'est pas forcément exactement comme il va se passer dans la vraie vie. Donc les bonnes affaires, c'est dans la pratique. Pareil pour la gestion d'un chantier. Ok, on peut avoir toute la théorie, il y a la partie pratique, relation avec les gens, négociation. Tout ça, c'est de la pratique et c'est pas de la théorie. Donc, il faut réussir à se détacher de ça si jamais vous vous rendez compte que vous avez un petit peu
cette appétence pour la théorie et pas assez pour la pratique. Et 5e et dernier point, ça c'est encore aussi un syndrome du bon élève. Moi je l'ai, je suis la première à l'avoir. C'est le plaisir d'être incollable sur un sujet. Ok ? Moi j'adore ça, être incollable sur un sujet. Mais en réalité, ce n'est pas forcément utile. On n'est pas là pour être des experts de fiscalité, on n'est pas là pour être des experts en gestion de patrimoine, on n'est pas là pour être des experts en gestion de chantier et de connaître absolument toutes les techniques de rénovation. En fait, non, on n'est pas là pour être des experts. Nous, on est plutôt des chefs d'orchestre qui devons mettre en œuvre tout un tas de compétences et que les choses, elles se passent à peu près bien. Voilà, à peu près bien par rapport à notre rentabilité visée. Mais vouloir être excellent, de toute façon, je vais vous le dire tout de suite, vous pouvez pas être excellent partout, c'est impossible. Moi, j'ai essayé, j'essaye, mais je n'y arrive pas. Donc, ça prend du temps d'être excellent. Et c'est pour ça qu'il y a des métiers, d'ailleurs, professeur en droit fiscal, comme Simon d'Aragon, que j'ai interviewé, bah voilà, il est spécialiste de son domaine. Mais il peut pas être spécialiste aussi de la rénovation, et spécialiste de la négociation, et spécialiste de la recherche de la bonne affaire, et connaître... Enfin, voilà, il y a un moment donné, on peut pas être spécialiste de tout. Donc, il faut accepter d'être pas excellent partout, mais d'avancer quand même. Voilà, je sais que c'est dur. Moi, je sais par exemple que j'ai fait mon master en gestion de patrimoine cette année parce que j'avais très envie d'approfondir mes connaissances. J'ai ce plaisir de connaître beaucoup de choses. Mais techniquement, est-ce que ça m'a fait gagner de l'argent de faire ce master en gestion de patrimoine ? Pas du tout. Pas un centime. Ça m'a juste fait perdre de l'argent de le payer, ce master. Mais à part ça, ça ne fait pas gagner plus d'argent en immobilier d'avoir un master en gestion de patrimoine. Voilà, c'est juste que j'ai envie d'être plus éclairée. Voilà, parce que j'ai un plaisir à le faire, mais il faut vraiment se rendre compte que être le plus érudit, le plus sachant, ne va pas vous faire devenir le meilleur investisseur. Clairement pas. Voilà, j'espère que ça vous a fait du bien cet épisode, ça vous a peut-être un petit peu bousculé, surtout si vous avez le syndrome du bon élève comme moi, parce que moi, j'aimais bien être bon élève, mais je pense qu'il y en a qui l'ont encore plus que moi, surtout les profs. Moi, j'ai remarqué les profs, quand ils investissent en immobilier, parce qu'il y a des profs dans les membres de notre club d'investissement, bah, les profs, eux, ils ont beaucoup de mal à ne pas être, à être en mode je veux être le bon élève. Mais voilà, mais c'est normal. En plus, là, t'as été dans la scolarité et après, en plus, t'es dans le système, c'est encore plus dur. Mais voilà, prenez cette conscience. C'est pas là pour vous juger. Moi, je fais partie de vous. On est tous pareils. On a tous ces petits symptômes qui apparaissent au fur et à mesure. L'idée, c'est d'en prendre conscience et tout doucement de réussir à s'en détacher pour prendre du recul, même si c'est toujours agréable d'être bon élève. Mais on essaye maintenant de prendre le bon côté des choses et pas tout prendre de but en blanc et de rester bloqué dans un schéma. Et d'ailleurs, si jamais vous avez envie de passer à l'action, n'hésitez pas à prendre un appel avec Cyril. Donc, c'est un appel découverte, on appelle ça. C'est qu'on discute avec vous si jamais vous avez envie d'être accompagné dans notre club d'investissement immobilier. Donc, c'est le club des investisseurs sereins. C'est un accompagnement sur plusieurs mois. Ça dépend des formules. Donc, on en discute avec vous en visio. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec Cyril si vous avez envie de discuter de votre projet d'investissement et de voir si jamais le club peut être quelque chose pour vous, parce que vous sentez que vous avez besoin justement d'être accompagné pour dépasser ces symptômes que vous avez et réussir à passer à l'action parce que vous sentez que vous avez du mal à passer à l'action. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée et à bientôt.